Aujourd'hui pour un nouveau cours que j'ai annoncé dans nos précédents échanges sur les limites de la connaissance, hein, jusqu'où peuvent aller les connaissances humaines. Voilà une question qui est technique, qui est pas évidente à aborder. Je vous ai mis ici, vous voyez, les images des principaux philosophes dont nous allons parler. On va parler de Descartes, vous voyez, le premier dans cette mosaïque. On va parler un peu de John Locke aussi, dont on parle pas très souvent. Là, c'est une représentation de Platon sous les traits de Léonard de Vinci. C'est ainsi que Raphaël le peint Platon dans l'école d'Athènes, dont on avait parlé l'an dernier, souvenez-vous, avec du moins l'une des deux premières S. Et en dessous, Kant, on va beaucoup parler de Kant. Voilà. Alors, je vous explique le problème. Attends, voilà, de vous dire bonjour. Alors, jusqu'où peuvent aller je vais pas demander, enfin, je sais pas, est-ce qu'on va découvrir une planète à l'extérieur du système solaire ou est-ce que non, enfin, c'est pas tellement ça la question. C'est-à-dire qu'en fait, les connaissances scientifiques sont vouées à progresser indéfiniment. Donc, en fait, il est normal qu'il y ait voilà, aujourd'hui des choses dont on n'ait aucune idée que l'on va découvrir, enfin, les savants vont découvrir dans les années, les décennies, les siècles à venir. Mais en fait, moi, la question que je veux poser, c'est plutôt est-ce qu'une connaissance au-dessus de la connaissance scientifique est possible? C'est en fait, est-ce qu'une connaissance métaphysique est possible? C'est-à-dire une connaissance au-delà de l'expérience sensible, une connaissance qui ne porte pas sur des objets qui puissent être objets de sensation. Hein. Alors, pour aborder cette question, je vais faire très classiquement, en fait, ici, retracer pour vous le problème de l'origine de nos connaissances, puisque c'est vraiment, vous allez voir, le problème qui va nous guider, en fait, durant ce cours. Si vous voulez, en fait, on peut imaginer que il y a deux modèles de connaissances, grossièrement, c'est-à-dire que d'une part, il y a des sciences empiriques, des sciences d'observation, qu'on appellera des sciences a posteriori. A posteriori, ça veut dire que dans ces sciences, on connaît les objets après. A posteriori, ça veut dire après, en fait, en latin, après en avoir fait l'expérience, après en avoir eu une sensation. Donc, à ce genre de sciences appartiennent, par exemple, je ne sais pas moi, la géologie, la physique, la biologie, enfin l'histoire naturelle en général. Voilà, ce sont des sciences qui reposent sur l'observation des êtres, l'observation des vivants, l'observation de la Terre. L'astronomie également fait partie de ces sciences, bien sûr. Donc ici, ce qui est prioritaire, c'est l'existence du monde et l'observation du monde. Hein, donc ce sont des sciences qui reposent vraiment sur l'observation de ce qui existe. Mais c'est pas le tout. Je veux dire, on peut aussi constater que dans toutes les sciences, il y a une part de mathématiques et que les mathématiques, précisément, obéissent à un modèle complètement différent. C'est-à-dire que les mathématiques sont des connaissances a priori. Je veux dire par là, alors évidemment qu'on entend tout de suite, on imagine que c'est quelque chose de négatif, que les a priori, ce sont uniquement les préjugés, et c'est vrai que c'est le sens de ce mot dans la langue de tous les jours. Hein, quand on dit qu'il ne faut pas avoir des a priori, que c'est très mal les a priori, bon, on veut dire par là que les préjugés sont une chose nocive. Mais a priori, c'est un mot latin avant tout qui veut dire avant, hein, et qui signifie que peut-être qu'on emploie en philosophie, excusez-moi, pour dire que certaines de nos connaissances sont indépendantes ou antérieures à l'expérience. Si vous regardez en mathématiques, bon, c'est vrai qu'en mathématiques, on peut faire un peu des expériences de pensée pour résoudre, par exemple, un problème algébrique. On peut, en fait, prendre des exemples, c'est-à-dire, où, je sais pas, les enfants peuvent compter sur leurs doigts. Après tout, c'est une expérience. Mais en fait, c'est pas ça la méthode mathématique. La méthode mathématique, ça, ce sont des exemples. L'expérience peut nous fournir des exemples qui peuvent un peu nous orienter, nous guider, nous aider. Mais ou même en géométrie, voilà, on va faire un dessin de la figure sur laquelle on doit réfléchir, et puis pour vérifier si tel point est bien le milieu de tel segment, on peut prendre un double décimètre. Mais vous voyez, c'est pas une démonstration, c'est juste quelque chose qui va nous aider, qui va nous mettre sur la piste. Hein. Quand on veut démontrer quelque chose en mathématiques, en fait,
se base uniquement sur des principes logiques, on ne fait pas des expériences et on déduit les vérités par une suite de raisonnements, par une suite de conséquences, hein, sans avoir recours à des expériences. C'est ainsi que quand on fait des mathématiques, on peut s'aider, quand on fait de la géométrie, pardon, on peut s'aider d'un petit dessin qu'on va faire sur un bout de papier, on prend un compas, on prend sa règle, son équerre, l'attirail. Bon, mais ce sont simplement des aides vous voyez, pour nous aider à réfléchir, parce qu'au fond, quand on fait de la géométrie, on ne parle pas de ce cercle-là que j'ai dessiné sur mon bout de papier, on parle du cercle. Quand on cherche à démontrer les propriétés du cercle, on ne cherche pas à démontrer les propriétés qui appartiennent exclusivement à cet exemplaire-là du cercle que j'ai dessiné, qui est d'ailleurs peut-être pas forcément complètement circulaire. D'ailleurs, on n'a pas besoin qu'il soit parfaitement circulaire. Hein. Enfin, c'est bien qu'il soit assez circulaire, mais c'est pas non plus en soi un but de rechercher la perfection absolue du dessin mathématique, parce que en fait la perfection elle est dans le raisonnement, elle n'est pas dans le dessin, c'est-à-dire que on cherche à se prononcer sur l'essence du cercle ou l'essence du carré ou l'essence d'une quantité en fait que l'on a conçue, hein, et on se prononce en fait a priori. Bon, alors ce modèle mathématique du raisonnement a priori a toujours constitué quelque chose qui fascine les philosophes, à tel point que Platon, comme on l'avait peut-être déjà dit, avait fait graver sur le linteau du portique qui ouvrait l'académie, enfin par laquelle on entrait dans l'académie philosophique, son école de philosophie, hein, il avait fait écrire cette fameuse devise: nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Attendez, je vous le mets dans le... Ici, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est-à-dire que, en fait, les mathématiques, plus particulièrement la géométrie, constituait pour Platon la porte d'entrée, la porte royale pour entrer dans la philosophie, hein. Et c'est un prérequis aux yeux de Platon qui est absolument indispensable, hein, si l'on veut philosopher, si l'on veut comprendre quelque chose en fait à la philosophie, ou même si on veut comprendre quelque chose finalement à la réalité, hein. Il faut faire des mathématiques, hein, à l'entrée de l'académie de Platon. Voilà. Alors, Platon, sans surprise, consacre une place très importante aux mathématiques et à la géométrie dans sa philosophie. On aura l'occasion, je vais pas développer ça maintenant, mais dans le grand 1, on aura l'occasion d'en reparler. Juste pour l'instant, pour vous donner une idée de ce que c'est un peu, un projet de connaissance absolue conçu sur le modèle des mathématiques. Je vais juste vous présenter en quelques mots le projet métaphysique qui est celui de Descartes, le projet d'une connaissance absolue qui soit en fait a priori, une connaissance a priori, c'est une connaissance non pas fondée sur des bases incertaines comme les bases de l'expérience, mais en fait sur un solide raisonnement métaphysique. Alors c'est l'ambition de Descartes, hein, qui se propose, on en a parlé beaucoup au premier trimestre, je vais très rapidement brosser le portrait de la métaphysique cartésienne, ce grand, magnifique, somptueux, sublime édifice de la métaphysique cartésienne, hein. Nos connaissances basées sur l'expérience sont incertaines, elles sont exposées à toutes sortes d'incertitudes, donc on va essayer de mettre à l'écart, on va essayer de douter, on va essayer d'écarter toutes les connaissances qui seraient douteuses, enfin qui présenteraient un sujet de doute, un sujet d'incertitude, hein, et on va ainsi révoquer en doute l'existence du monde, on va même révoquer en doute la vérité métaphysique, la vérité des mathématiques, et je ne parle même pas de la vérité de la physique, hein, qui en plus mélange des éléments d'expérience, des éléments empiriques, hein, et donc en fait, au bout du compte, les seules choses qu'on va pouvoir retenir à l'issue du doute absolu que propose Descartes, la seule chose qu'on va pouvoir retenir, c'est l'existence du sujet, l'existence du je, hein. Il peut toujours exister un malin génie qui s'ingénie à me tromper. Du moment qu'il cherche à me tromper, c'est bien que j'existe. Bon, donc il y a une certitude absolue, c'est l'existence de la pensée, l'existence de l'âme, l'existence d'un esprit, d'une raison, hein, d'un sujet.
Et cette certitude absolue, en fait, va devenir pour Descartes le premier chaînon, hein, le commencement absolu de toute la chaîne de vérité que l'on va pouvoir, en fait, patiemment construire maillon après maillon à la façon, devinez quoi, des géomètres qui enchaînent leurs propositions mathématiques maillon après maillon. Hein. Et donc, en fait, Descartes va tirer de la certitude du cogito, il va tirer la certitude de l'existence de l'esprit en tant qu'il est distinct du corps, hein, et à partir de là, en fait, il y a toute une série de conséquences qui vont s'en suivre, et notamment, en fait, la question qui va devenir prioritaire après avoir un petit peu aborder, enfin même beaucoup aborder la question de l'esprit. La question qui sera prioritaire pour Descartes, hein, c'est la question de Dieu pour pouvoir révoquer l'hypothèse d'un malin génie. Et Descartes va trouver une démonstration de l'existence de Dieu. Enfin, en fait, il y en a même 3 dans les méditations métaphysiques. Oui, je vous parle de ce livre-ci, hein, les méditations métaphysiques, Descartes, 1640, première édition. Non, 1641, pardon. Métaphysique, Descartes propose plusieurs démonstrations de l'existence de Dieu, ce qui est absolument capital dans son système métaphysique. Alors l'argument ontologique, en fait, n'est pas la preuve la plus prioritaire à ses yeux. La plus prioritaire, c'est une preuve qu'on n'a pas vue, en fait, dans le cours sur les démonstrations de l'existence de Dieu, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est une preuve étonnante qui est basée sur le cogito. Si je suis capable de douter, si je suis capable de révoquer en doute toutes les connaissances apparentes que je peux avoir, si je peux révoquer en doute même les mathématiques, etc., c'est que je dispose en moi d'une idée de la perfection. Hein. Si je doute, c'est parce que je désire la perfection de la connaissance, la perfection de mon âme. Et pourtant, si je doute, c'est également que je ne suis pas parfait. J'ai l'idée de la perfection, mais sans être parfait. Question, d'où peut venir cette idée de la perfection? Et à l'issue d'un raisonnement métaphysique très compliqué que j'abrège ici, Descartes conclut que l'idée de la perfection, ne pouvant venir de nous-mêmes, puisque nous doutons, hein, doit forcément avoir été mise en nous par un être plus parfait que nous ne sommes, et même un être infiniment plus parfait, parce que nous avons l'idée d'une infinie perfection. Et donc, par l'idée de l'infini, Descartes va poser l'existence de Dieu. Et justement, ici, il y a quelque chose qui est très fort par rapport aux critiques que fait Kant sur les preuves de l'existence de Dieu. Ici, il s'agit bien de l'idée même de Dieu, puisqu'on déduit Dieu par l'idée d'infini, par l'idée d'une perfection absolue, d'une perfection infinie. Par conséquent, c'est forcément un Dieu bon, un Dieu qui ne veut pas me tromper, qui ne peut pas vouloir me tromper, à la différence du malin génie ou du Dieu trompeur qu'on avait d'abord imaginé, souvenez-vous. Et par conséquent, lorsque il y a dans mon esprit quelque chose, une lumière qui me fait penser invinciblement que telle certitude est vraie, c'est-à-dire en fait quand je fais des mathématiques et que j'ai devant moi l'évidence mathématique, Dieu ne peut pas vouloir me tromper, donc l'évidence mathématique n'est pas trompeuse, hein. Alors on appelle ça la véracité divine, et donc sur cette base, Descartes va construire en fait toute une philosophie qui est basée donc sur la véracité divine, sur l'idée que Dieu ne peut pas vouloir me tromper, et que par conséquent les vérités mathématiques doivent correspondre à quelque chose de réel, à quelque chose même de physique. Et donc, il va construire toute une science physique basée sur l'utilisation des mathématiques. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer ça assez rapidement en cours. Descartes, avec Galilée, est le premier, enfin ils sont les premiers à mettre sur pied une science de la nature qui repose sur une architecture mathématiques. Alors, encore plus pour Descartes que pour Galilée, il y a, si vous voulez, la philosophie première, ce qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire en fait la partie de la philosophie qui s'occupe de réfléchir à l'âme et à Dieu, hein, principalement, qui va servir de fondement à la physique, hein, ou autrement dit à la philosophie seconde. Donc Descartes est, vous voyez, indissolublement le grand métaphysicien du XVIIe siècle et le grand physicien du XVIIe siècle, fondateur d'une philosophie première, sur laquelle repose la philosophie
seconde, c'est-à-dire la philosophie de la nature, la science physique. Je vous donne juste un exemple. Descartes, vous savez, dans ses travaux, est le premier à avoir formulé correctement le principe de l'inertie. Et il le déduit métaphysiquement, le principe de l'inertie, il le déduit métaphysiquement de la volonté de Dieu. Dieu étant un être absolu, un être parfait, il ne peut pas changer d'avis, donc ses volontés sont absolues, ses volontés sont éternelles, et par conséquent, en fait, la quantité de mouvement dans le monde ne peut pas varier, hein, ce qui veut dire que quand un mobile est animé d'un mouvement, eh bien ce mouvement ne peut pas s'éteindre de lui-même. Ce mouvement, et le mobile le conserve tant qu'un autre mobile ne le lui retire pas. Hein, le mouvement n'est pas une quantité qui s'éteint, hein, c'est une quantité en fait qui demeure la même en fait au cours du temps, qui demeure stable au cours du temps. Et si par exemple ma boule de billard, bon, un exemple de mouvement inertiel, si ma boule de billard finit par s'arrêter, hein, ce n'est pas parce que le mouvement en elle s'est épuisé, c'est parce que il y a toute une multitude de causes qui ont finalement surmonté son mouvement, et cette multitude de causes, en fait, ça peut se résumer d'ailleurs à une seule, c'est-à-dire un mur qui va, par exemple, mettre fin à son mouvement, mais dans ce cas-là, il communique bien l'énergie ailleurs. Hein, le mouvement et l'énergie ne sont pas des quantités qui s'épuisent. Voilà. Donc en fait, sur cette base absolue, Descartes propose voilà, de construire une connaissance du monde, donc la physique fondée sur la métaphysique. Alors ce modèle est très beau, c'est magnifique, etc. Mais c'est précisément ce que la science moderne va, dans un second temps, après que Descartes l'eut fondé sur la métaphysique, c'est ce que la science moderne va précisément évacuer. Et donc dans ce cours, en fait, ce que je vous propose, c'est de voir si les prétentions de la métaphysique sont fondées. Et donc en fait, après vous avoir présenté un système métaphysique rapide dans l'introduction, bah, en fait, on va voir un peu dans la suite la destruction de la métaphysique par Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure. Ce sera l'objet des 2 premières parties du cours. Voilà, je vous retrouve plus tard. Pour l'instant, portez-vous bien.